Bon, fait qu'on va commencer. Vincent, t'es prêt? Yes. Bonjour tout le monde. On va vous présenter aujourd'hui l'asthme chez l'athlète et l'obstruction laryngée induite par l'exercice. C'est Vincent Boone qui est en Zoom et moi-même qui a commencé. Donc, les objectifs de la présentation, ça va être de distinguer l'asthme chez l'athlète de la dysfonction laryngée induite par l'exercice. On va réviser l'approche diagnostique de l'asthme et de la dysfonction laryngée induite par l'exercice. Puis on va résumer aussi la prise en charge des deux pathologies. Le plan de la présentation assez standard, on va commencer par l'asthme, puis après ça, on va s'aligner vers l'obstruction laryngée induite par l'exercice. Ça se peut que pendant la présentation, on parle par abréviation pour écourter un peu, mais si on dit EIB, c'est le bronchospasme induit par l'exercice, puis EILO, ça va être l'obstruction laryngée induite par l'exercice. Alors, merci Katia pour l'introduction. On voulait commencer par une petite vignette clinique là, qui pourrait être assez typique là, de ce qu'on pourrait rencontrer là, au bureau, soit en tant que médecin de famille ou en tant que médecin là, spécialisé plus en médecine du sport. C'est une clinique assez simple. Là. Un jeune homme de 24 ans, G. Touffe, qui consulte là, pour de la dyspnée à l'effort. On voit dans ses antécédents qu'il y a un bon terreau là, fertile pour de l'atopie avec de l'eczéma, des allergies saisonnières. Ce qu'il décrit en fait là, dans le bureau, c'est qu'après quelques minutes d'entraînement, il va sentir une sensation un peu d'oppression, de dyspnée. Il va commencer à tousser, il va commencer à avoir une respiration aussi qui est bruyante, sans nécessairement spécifier là, quelle partie de sa respiration est bruyante. Lui, ça fait longtemps qu'il fait de l'athlétisme, mais là, il a converti l'entraînement plus en piscine depuis 2 mois. Il se demande s'il y a des liens avec ça. Puis il nous rapporte là, que dès qu'il arrête l'exercice, ses symptômes, il arrive rapidement là, à se résoudre. Là. Donc, les diagnostics différentiels là, qu'on pourrait avoir rapidement, évidemment, c'est sûr qu'on va penser à l'asthme à l'effort, là, étant donné que, dû par l'effort, étant donné que c'est assez prévalent, comme vous allez pouvoir le voir là, prochainement. Évidemment, on va parler de l'obstruction laryngée, mais je pense que c'est aussi important de garder en tête, entre autres, l'anaphylaxie à l'exercice, qui pourrait être potentiellement là, grave comme symptôme aussi. Là. Donc, l'asthme chez les athlètes, il y a une revue systématique avec une méta-analyse qui est sortie récemment là, de Dr. Price, qui est pas mal la référence que je vois le plus souvent là, quand quand j'ai fait ma revue de littérature. Cette méta-analyse-là là, comprenait 37 000 athlètes. Là, et puis, la définition qui a été utilisée, là, c'était Lower Airway Dysfunction. Puis ça, c'est un terme un peu global là, pour englober tout ce qui était asthme, bronchoconstriction induite par l'effort, puis aussi là, l'hyperréactivité là, des voies aériennes supérieures. Donc, il y avait quand même une prévalence de 21,8 % chez les athlètes tout niveau, tout sport confondu. Par curiosité, si on compare ça avec la population en général, j'avais des données de 2017 dans le Lancet là, qui parlait de seulement 4,3 %, je pense, de la population générale mondiale. Sauf que c'était très variable selon les pays et dans les pays plus industrialisés, ça peut augmenter jusqu'à 21 % de la population générale. On mentionnait entre autres l'Australie là, comme pays là, développé. Donc, ça serait une proportion qui serait peut-être égale à la population générale dans les pays industrialisés. Certaines disciplines là, ont clairement démontré là, qu'il y avait des niveaux plus élevés de prévalence là, de problèmes de bronchoconstriction là, induits par l'exercice. Ici, vous voyez tout ce qui était les sports d'endurance. Euh, les, les, athlètes qui étaient le plus affectés par ça, c'était de loin là, les sports aquatiques et aussi les sports hivernaux là, qui étaient aussi là, parce qu'il y avait une prévalence plus importante. Il y a quelques théories qui ont été là, qui ont été émises là, pour expliquer là, pourquoi on trouvait une plus grande prévalence chez ces athlètes-là. Entre autres, là, on parle là, pour les sports aquatiques là, de l'exposition là, aux produits du chlore qui pourrait là, amener là, un peu des dommages au niveau des voies aériennes inférieures. Les sports d'hiver intérieurs, on parle entre autres des émanations, là,
des machines qui sont utilisées pour entretenir la glace, comme la Zamboni, si on veut. Puis, pour ce qui est des sports d'hiver extérieurs, on parle souvent, là, évidemment, de l'air qui est froid et de l'air qui est très sec, qui pourrait aussi amener des dommages répétés là, au niveau des voies aériennes et un petit peu d'inflammation à ce niveau-là. Puis, je pense que j'ai vu d'autres données aussi qui, par exemple, comparaient les sports d'hiver où il y avait plus d'endurance qui était nécessaire, donc comme le ski de fond, par exemple, comparé plus à du ski de saut. Et puis, on voit que chez les athlètes là, qui avaient moins besoin de volume, qui avaient moins besoin de volume pulmonaire là, constant, important, augmenté, il y avait moins là, de prévalence d'asthme chez les athlètes là, où c'était moins des sports d'endurance d'hiver. Les symptômes, là, c'est assez classique. Là. Je pense que l'asthme, on connaît tous un peu ça. Là. Donc, la dyspnée à l'effort, évidemment, une oppression thoracique, de la toux, du wheezing. Donc, du wheezing, là, classiquement, ça avait des symptômes surtout là, expiratoires. Puis, on rapporte aussi là, que l'asthme, la bronchoconstriction là, va persister après l'effort physique, là, contrairement à d'autres pathologies où ça revient assez rapidement après l'effort. Dans l'asthme, ça va perdurer quand même un bon petit bout. Puis évidemment, tous ces symptômes-là peuvent être irrités là, par plusieurs irritants respiratoires. Donc, j'avais déjà mentionné l'air froid, l'air sec. On va parler entre autres des produits chimiques, la pollution et le pollen, entre autres, qui peuvent venir exacerber ces symptômes. Il y a quelques phases clés qui ont été identifiées dans la littérature. Donc, habituellement, initialement, il y a très peu de symptômes là, chez les athlètes. Les premières minutes là, sont habituellement asymptomatiques. Ensuite de ça, là, il va y avoir une diminution là, assez marquée là, des fonctions respiratoires du VMS là, avec un pic entre 10 et 15 minutes qui est décrit dans la littérature. Et puis, lorsqu'on poursuit l'exercice, ben, le VMS finit un peu par revenir là, plus proche de sa valeur de base. Là. Mais ça, c'est évidemment si le bronchospasme n'est pas traité là, avec des bronchodilatateurs. La phase suivante, là, qui est très, très souvent là, mentionnée là, dans les ouvrages qui traitent de bronchoconstriction induite par l'effort, c'est la période réfractaire, qui avait une durée là, qui était variable selon les ouvrages, mais on parlait souvent de 40 jusqu'à 2 heures. Ça, en fait, c'est une période là, durant laquelle toute exacerbation là, de la bronchoconstriction qui pourrait être amenée par l'exercice, c'est vraiment d'intensité moindre. Ici, vous avez un graphique là, qui est tiré de UpToDate, qui était ça, c'était tiré d'un article de 2013, je pense, là, qui montrait en fait là, un effort physique qui était fait 1 heure après le premier épisode là, de bronchoconstriction, mais on voit que la diminution du VMS là, est vraiment moins marquée là, durant la période réfractaire. Une des hypothèses qui a été émise par ça, ça a été la libération de prostaglandines là, inhibitrices là, qui seraient relâchées lors du premier effort, là, qui permettrait ensuite de limiter là, la bronchoconstriction lors du deuxième effort. Il y a des enjeux diagnostiques dans le sens que c'est pas toujours facile de diagnostiquer là, en bureau, évidemment. J'avais vu que sur certaines là, bases de données, là, il y a encore le diagnostic clinique qui était fait là, dans le bureau du médecin. Évidemment, ce n'est pas ça qui était recommandé. La confirmation par les tests là, respiratoires est vraiment là, capitale là, pour s'assurer qu'on ait le bon diagnostic, puis aussi là, de pouvoir mieux cibler le traitement. Les critères sont les mêmes que dans la population générale, de ce que j'ai vu. Donc, on parle d'un syndrome qui est obstructif, qui a aussi une réversibilité là, au bronchodilatateur. Puis, évidemment, une bonne proportion des athlètes, là, on pourrait s'attendre à ce que leurs tests respiratoires initiaux là, soient normaux. Donc, c'est vraiment le capital pour ces gens-là de faire des tests là, de provocation au besoin. Puis les tests de provocation qui étaient mentionnés, comme vous allez voir dans la prochaine slide, il y en avait plusieurs qui étaient possibles là, de faire. Donc ça, c'est des guidelines qui ont été émises là, par l'Agence mondiale antidopage.
qui date de décembre 2021 pour essayer d'outiller les médecins à pouvoir poser un diagnostic qui est juste. Et puis, donc, tu vas pouvoir passer à la prochaine slide, Katia. En fait, c'est pas très compliqué, là. En haut, on voit les symptômes. Ensuite de ça, les deux flèches qui en découlent, c'est les tests de fonction respiratoire. Donc, vous avez les critères là, à gauche là, de la slide là, de symptômes obstructifs, évidemment. À droite, dans la grosse case, vous voyez en fait les différents là, tests de provocation qui sont proposés. Donc, il y a celui qui est le plus connu, selon moi, en tout cas selon mon expérience, c'est le test de provocation à la métacoline, qui en tout cas, semble être le plus utilisé dans mon secteur à moi. Par contre, là, il y a aussi une provocation à l'exercice qui peut être utilisée, qui a été répatriée dans la littérature, ou encore là, le test là, par hyperpnée volontaire, le eucapnique. Il mentionne souvent aussi le test de provocation en mannitol, mais je ne peux pas dire que j'ai eu de l'expérience avec ce test-là. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment fait, là, nous autres, dans notre région. Ensuite de ça, ben, il nous aiguille là, aussi dans la prise en charge là, avec cet algorithme-là. Donc, c'est vraiment une bonne ressource. Et puis, on va revenir à la prise en charge là, sous peu. Pour ce qui est des traitements, là, la partie qu'on discute moins souvent, je pense que c'est la partie non pharmaco. Puis, évidemment, c'est important de garder les athlètes actifs, là, ne pas s'assurer qu'ils demeurent, qu'ils continuent de faire de l'exercice, évidemment. Donc, on parle là, souvent d'un des meilleurs moyens là, pour essayer de limiter les effets de la bronchoconstriction induite par l'exercice, ça serait là, d'avoir une bonne période d'échauffement avec là, une combinaison d'exercices de faible et de haute intensité. Ça, il y avait quand même des bonnes données par rapport à ça là, dans un article qui est sorti dans la Société américaine là, de thoracique. Donc, ça, dans le fond, ce qu'on veut faire avec un bon échauffement, c'est vraiment d'aller utiliser la période réfractaire qui a été décrite plus haut là, pour essayer de limiter vraiment les symptômes et d'optimiser les performances de l'athlète, entre autres, là, puis de limiter les effets de la bronchoconstriction induite par l'effort. Ensuite de ça, une chose qui est souvent recommandée dans la littérature, ben, ça va être d'essayer de contrôler la qualité de l'air qui est inspiré. Donc, évidemment, si on fait du vélo, de ne pas y aller là, durant les heures de trafic, par exemple. Puis aussi, là, ce qui était souvent mentionné pour les sports d'hiver, c'était d'utiliser un masque de tissu là, pour essayer de réchauffer et humidifier l'air qui est respiré. Malheureusement, il n'y avait pas des évidences là, si incroyables que ça là, par rapport à ça, mais c'est souvent quelque chose qui est recommandé quand même parce que probablement que ça ne peut pas nuire. Pour ce qui est des changements de la diète, malheureusement, il n'y avait pas vraiment là, de bonnes recommandations là, avec des évidences de qualité par rapport à ça. Je sais que dans le passé, les oméga-3 étaient souvent mentionnés, là, mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment de preuves scientifiques là, pour les appuyer. Pour ce qui est du traitement pharmacologique, évidemment, il recommande l'utilisation de bronchodilatateurs à courte action là, en prophylaxie. Donc, les autres, ils recommandent, en fait, ce que j'ai vu dans la littérature, c'était autour de 5 à 20 minutes là, avant l'effort. Par contre, ce qui est important de se garder en tête, c'est la tachyphylaxie, là, donc une espèce de tolérance qui peut se créer là, aux bronchodilatateurs courte action s'ils sont utilisés de manière trop fréquente, donc sur une base vraiment quotidienne. Si l'athlète a besoin, évidemment, là, de doses quotidiennes là, de bronchodilatateurs courte action, mais évidemment, un traitement d'entretien est recommandé. Là. Donc, le plus fréquent, ça va être les corticostéroïdes inhalés, mais les bronchodilatateurs longue action et les antagonistes des récepteurs leucotriènes sont aussi mentionnés là, comme traitement là, valide là, pour la bronchoconstriction induite à l'exercice. De l'Agence mondiale antidopage. Depuis 2010, là, il y a certaines
il y a certaines médications qui peuvent être utilisées par les athlètes sans nécessairement qu'ils aient besoin là, d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, là, une AUT. Ça, c'est seulement depuis 2010. Puis, ils ont des critères assez précis, là, comme vous allez pouvoir le voir un peu plus loin, là, de dose maximum par 24 heures. Puis aussi, tu vas pouvoir passer à la prochaine diapo, Katia, puis ils vont même jusqu'à là, faire des dosages là, urinaires pour voir si la concentration de salbutamol est trop importante. J'ai vu des sources qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment de données qui prouvaient que les médicaments qui étaient utilisés en asthme pouvaient augmenter les performances des athlètes qui n'étaient pas asthmatiques. J'ai vu d'autres sources qui mentionnaient que certains bronchodilatateurs longue action avaient déjà été prouvés comme chose qui pouvait augmenter les performances chez les gens non asthmatiques. Donc, on dirait que je n'ai pas trouvé nécessairement de consensus. Puis pour ce qui est du traitement là, plus spécifique au niveau pharmacologique pour l'asthme chez l'athlète, je pense qu'on va pouvoir en discuter à la fin avec Dr Tessier là, pour voir s'il n'y a pas un corticostéroïde, par exemple, qui est le plus utilisé. Mais je n'ai pas vu nécessairement de données scientifiques par rapport à ça de mon côté. Donc, si on poursuit un peu la clinique, là, bien, évidemment, on a vu toutes les données sur la prévalence là, de l'asthme chez les athlètes. Donc, on s'est dit, bon, le plus probable, c'est que le petit J, il fait de l'asthme. Donc, on lui a prescrit des tests de spirométrie. On lui a aussi donné du Ventolin là, à prendre là, lors des épisodes pour voir si ça répond. Je pense que ce n'est pas une mauvaise conduite là, comme prise en charge initiale. Malheureusement, là, les tests là, de spirométrie reviennent assez normaux. Il y a eu aussi une provocation à la métacholine là, qui n'a pas montré là, de syndrome obstructif important là, qui avait une réversibilité. Donc là, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on fait pour le petit J qui a encore l'impression qu'il s'étouffe lorsqu'il fait des efforts physiques. C'est à ce moment-là qu'on va penser peut-être à l'obstruction laryngée induite par l'exercice. Puis ça, en fait, c'est causé par une ADD-duction inspiratoire qui est paradoxale là, pendant l'exercice au niveau des structures laryngées. Normalement, à l'effort, les cordes vocales et les arytenoïdes vont bouger en ABD qui va être fixe autant en inspiration qu'en expiration. Tandis que quand on a un EILO, ben là, il va y avoir une ADD-duction en inspiration. Puis ça peut se passer soit au niveau glottique ou supraglottique. Ça peut être soit de manière séparée, en parallèle ou un après l'autre. Le plus souvent, c'est les structures supraglottiques qui vont contribuer à l'obstruction. C'est vraiment un prolapsus interne là, qui va se passer au niveau de ces structures-là. Sinon, il peut y avoir la supraglottique qui va être suivie d'une ADD glottique ou encore là, juste une obstruction glottique pure, mais ça, c'est plus rare. Là. Pourquoi en parler, c'est quand même très important là, parce que ça peut mimer une dysfonction des voies respiratoires basses comme l'asthme à l'effort. C'est quand même une cause qui est importante de dyspnée qui est inexpliquée avec des bruits respiratoires chez l'athlète. C'est quand même assez prévalent, là, 5 à 8 chez les ados, puis jusqu'à 20 dans les sources là, chez les groupes qui font de l'exercice à tous les jours, dont nos athlètes. Puis ça a un impact quand même important sur leur performance, leur qualité de vie, puis ça peut même les amener à arrêter là, de faire du sport. C'est souvent mal diagnostiqué et mal traité. Là. Moi, avant de faire cette présentation-là, je ne savais pas que ça existait. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Par exemple, il y en a qui vont avoir justement un bronchodilatateur, mais ça leur a pas, c'est pas le traitement pour l'obstruction laryngée. Facteurs de risque, là, dans le fond, il y a beaucoup de facteurs aussi confondants dans tout ça. Là. Il y a l'asthme, le reflux aussi qui peut avoir peut-être un impact, mais ce n'est pas clair là, au niveau des voies respiratoires. La rhinorrhée postérieure ou l'autre problème nasaux. Il y a des facteurs aussi anatomiques reliés aux voies respiratoires supérieures, que ce soit chez les femmes qui peuvent avoir des voies respiratoires plus petites ou plus courtes. Ça peut induire peut-être une obstruction. Ce n'est pas clair non plus dans les données. Il y a des facteurs génétiques, mais non, encore là, il n'y a pas de preuves scientifiques définitives par rapport à ça. Puis les facteurs psychologiques, comme par exemple l'anxiété chez les athlètes, peut intensifier la réaction là, à l'obstruction. Ou encore là, il parlait du type de personnalité high achiever, mais ça, c'était plus... ils ont fait un lien peut-être avec cette personnalité-là, mais il y en a plus chez les athlètes. Est-ce que c'est un facteur confondant seulement? Possiblement.
Puis pour ce qui est des symptômes cliniques là, de l'obstruction laryngée, comme on a dit, contrairement à l'asthme, il n'y aura pas de symptômes de repos. Ça va être vraiment un pic à l'effort. Ça va être typiquement des symptômes inspiratoires. Fait qu'ils vont se présenter comme s'il y avait un serrement à la gorge. Souvent, ils vont mettre leurs mains autour de leur cou. Sensation d'étouffer. Il peut y avoir peut-être des douleurs à la poitrine associées. Une respiration qui est bruyante, surtout un stridor qu'on va entendre. Puis ils peuvent rapporter aussi des changements au niveau de la voix, de la toux, puis de la panique, là, parce qu'ils ont une sensation d'étouffer. Pour ce qui est un peu de la différence, c'est un beau graphique, je trouvais, qui différenciait bien les deux. Fait que le yellow, c'est vraiment un inspiratoire qui va avoir un pic à l'exercice, puis qui arrête 1 à 5 minutes après l'exercice maximum. Tandis que le bronchospasme, c'est vraiment expiratoire, qui va avoir un pic après l'effort jusqu'à 3 à 15 minutes, puis qui peut perdurer. Pour ce qui est du diagnostic, on va toujours faire quand même nos tests pour le différencier de l'asthme. Fait que là, comme notre cas clinique, on avait déjà fait la spirométrie, test d'hyperréactivité. On peut faire un test d'exercice en laboratoire pour objectiver les symptômes, puis que l'athlète nous parle de ses symptômes, puis nous dit c'est ça exactement qu'il ressent. Le gold standard, là, ça va être la laryngoscopie continue à l'effort intense, qui va en plus être capable de donner du feedback à l'athlète. Puis ça nous permet de grader la sévérité de la fermeture du larynx. Là. Je vais vous montrer la petite image. Là. Je trouvais ça intéressant. Ils vont le grader en 1 à 3 selon si c'est glottique ou supraglottique. C'est tellement parce que pendant l'effort intense, il faut qu'il garde la caméra là, au niveau des voies respiratoires supérieures, mais ça nous permet de faire le diagnostic final. Pour ce qui est des stratégies de traitement là, de l'obstruction laryngée, il y a quand même pas beaucoup d'études bien conçues là, qui ont été trouvées dans la littérature. Souvent, ce n'est pas contrôlé, pas randomisé. Ça va être basé sur des anecdotes ou des interventions dans un centre unique, surtout pour la portion chirurgicale. Là. Fait que l'approche pharmaco-non pharmaco-chirurgicale. Pour ce qui est pharmaco, ce qui est rapporté, là, qui pourrait peut-être aider, mais encore là, peu d'effets convaincants, là, mais de traiter tout ce qui est facteurs contributoires. Fait que au niveau ORL, là, des stéroïdes nasaux, s'il y a de la rhinorrhée postérieure, les IPP pour le reflux gastro-œsophagien. Il y a des notions aussi d'intervenir peut-être sur des trajets neurologiques pour diminuer la déduction, mais encore là, pas beaucoup de preuves démontrées. Le traitement non pharmaco, qui est vraiment l'approche à privilégier là, dans ces cas-là, c'est vraiment d'aller faire de l'enseignement, des conseils respiratoires, de l'entraînement, des muscles inspiratoires. Fait qu'on va aller expliquer à l'athlète comment ça fonctionne, les muscles laryngés à l'effort. On peut même justement donner du biofeedback pendant qu'on fait la laryngoscopie pour leur éduquer de comment ouvrir le larynx et comment le garder en ABD, éduction. On enseigne aussi les travaux des muscles accessoires, le diaphragme, pour vraiment essayer d'augmenter la pression inspiratoire pour pour surmonter l'obstruction de l'adduction. Mais il faut faire attention parce qu'en supraglottique, ça peut être pire, puis c'est ce qui est le plus fréquent. Fait que cet aspect-là, c'est vraiment d'aller voir avec des orthophonistes là, pour favoriser l'approche non pharmaco. Thérapie de la parole aussi, puis du contrôle du larynx. C'est vraiment ce qui va aider le plus notre athlète. C'est vraiment pour optimiser notre fonction du larynx à l'effort. Puis pour ce qui est de la portion chirurgicale, c'est la supraglottoplastie qui va se faire au laser. C'est quand même limité là, à des patients qui ça va être modéré à sévère pour les causes supraglottiques. Ça ne s'applique pas pour ceux qui ont du glottique comme obstruction. Mais encore là, c'est des techniques qui ne sont pas standardisées. Je ne sais même pas s'ils en font à Québec. Là. Moi, j'en ai vu dans les données en Europe puis aux États-Unis. Là. Quand même des outcomes favorables dans des études qui ont été faites au suivi, mais ce n'était pas randomisé. Puis il y a quand même des complications qui peuvent être apportées, là, une cicatrisation excessive au niveau de la lasérisation, puis une diminution aussi des mouvements des cordes vocales, mais ça semblait revenir en ordre en quelques temps. Fait que ça, je trouvais ça intéressant comme algorithme un peu là, pour voir comment on s'alignait dans notre prise en charge d'une obstruction laryngée. Au début, on essaie de bien faire notre diagnostic. Ensuite de ça, c'est vraiment de l'éducation, comme je disais. Aller voir tous les facteurs contributeurs psychologiques, que ce soit l'anxiété, qui va peut-être justement augmenter, jouer sur l'anxiété, par exemple, quand
quand ils ont une sensation de perte de contrôle de leur respiration. On évalue, puis on peut traiter justement le RGO, les rhinorrhées postérieures. Ensuite de ça, on va vers l'entraînement de la respiration, puis la chirurgie, c'est vraiment en dernière ligne. Il faut parler avec les ORL pour ça. Puis, petit tableau résumé qui résume un peu là, l'approche diagnostique quand on a un patient un peu comme le Gétouffe là, qui venait nous voir. Fait que c'est vraiment de bien caractériser les symptômes, à quel moment ça arrive. On essaie justement de voir en clinique qu'est-ce qu'il y en est de ces symptômes-là. On fait nos tests d'évaluation, spirométrie, tests de respiration. Puis vous allez voir, c'est vraiment à la fin que la laryngoscopie arrive dans cet algorithme-là. Là, parce qu'on va essayer quand même de traiter avec la respiration, l'éducation respiratoire ici, là, si on suspecte vraiment l'obstruction laryngée, ou traiter l'asthme si on a des symptômes ou des critères cliniques là, à nos tests. Puis si jamais, malgré ça, il reste des symptômes ou que c'est pas bien traité, là, on considère là, la laryngoscopie à l'effort. Parce que c'est quand même un test qui n'est pas accessible. Ça demande du personnel qui est spécialisé, aussi un environnement de laboratoire. Là, fait que c'est pas très fréquent de ce que j'ai compris qu'on l'utilisait. Là. Fait que l'importance de différencier les deux diagnostics, c'est quand même très important parce que l'asthme est très fréquent chez les athlètes, mais on ne veut pas passer puis maltraiter une obstruction laryngée. Les deux sont quand même identifiables et traitables là, avec notre approche. Puis évidemment, ça peut diminuer les performances puis mener à l'arrêt du sport. Fait qu'on veut s'assurer de bien prendre en charge ces deux diagnostics-là. Puis pour conclure, dans le fond, on a parlé du bronchospasme dû à l'effort qui est vraiment plus expiratoire, qui persiste post-effort. Notre approche systématique, on n'oublie pas le non-pharmaco, l'échauffement, l'humidification de l'air, puis on donne des backups au besoin, puis le traitement d'entretien si c'est trop fréquent. Puis l'obstruction laryngée, là, comme je viens de dire, les symptômes expiratoires, pic à l'effort, puis l'approche non-pharmaco, on réfère en orthophonie là, quand on suspecte cette présentation-là. Donc, voilà. Des questions. Pas de questions, puis j'avais des petits commentaires. Vas-y. Est-ce que vous avez vu dans l'obstruction laryngée, quand les premières personnes qui ont parlé de ça, c'est Simon Gagnon, qui est les athlètes étaient un peu ancrés. Ça, vous avez vu l'histoire de centrer la tête, de doucement respirer par le nez. Je l'ai pas, il n'était pas dans son recette, là, mais j'imagine que ça peut comme aider à réouvrir le larynx. Non. Tu penches la tête, puis tu as juste respirer par le nez. C'est pas le dire, ça faisait. Ouais, moi, j'avais lu sur respirer avec les mouvements abdominaux bas, respiration nasale et expiration contrôlée par la bouche. Ce qui inspire, ou en tout cas. Tu as expiré comme ça, ça fait qu'on expirait. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Il y a une question dans le chat. On n'entend pas Diane. Bon. Ce que mentionnait Diane, c'est que avec un ORL, Simon Gagnon, dans le passé, qui mentionnait que pour gérer le spasme laryngé, c'était de faire des petites respirations par le nez, par à cou, avec une flexion du cou là, qui pourrait aider. Moi, c'est super. Bravo à vous deux. Je sais que la structure à l'IUCPQ, quand on réfère pour de l'asthme chez les forts, ce qu'ils vont faire dans l'ordre, c'est les tests d'allergie. Après ça, spirométrie. Après ça, provocation à la métacholine. Si tout ça est négatif, ils vont faire un test d'hyperventilation isocapnique ou eucapnique. Finalement, on le voyait dans le tableau de l'Agence mondiale antidopage, Vincent, pour détecter de l'asthme à l'effort. Puis après tout ça, ils vont rencontrer le pneumologue. Je sais qu'il y a un nouveau test relativement récent, là, qui est la fraction expirée du monoxyde d'azote. Sais-tu, Isabelle, dans ta journée en pneumo, il l'utilisais-tu? Oui, je l'utilise, je ne l'ai pas vu exactement, mais je sais qu'il l'utilise. OK, parce que c'est par rapport à l'inflammation, je pense. Oui. C'est un petit peu inflammation bronchique. Donc, c'est encore à l'étude, là. Donc, ouais.
Puis, sinon, pour le traitement, super bon, là, bien s'échauffer, éviter les déclencheurs. Il favorise Arnuiti comme corticostéroïde inhalé parce que le Symbicort était moins efficace, serait moins efficace. Fait qu'il prescrit tout le temps Arnuiti 100 pour commencer. Puis après ça, ils peuvent l'augmenter avec l'ajout de singulaire ou pas, là, selon la composante allergique. C'est la dose équivalente avec le Symbicort, c'est vraiment des doses élevées versus ton Arnuiti qui commence à les doses faibles, puis c'est la possibilité d'augmenter encore. Ah, OK. Mais là, ce n'est pas tant cortico-dépendant non plus, parce que c'est pas trop ça notre beaucoup de cortisone. Il y a une mesure sur les glucotiennes avant les autres modalités de l'acte sont moins habituellement observées. OK. Donc, ce que je ne sais pas si Isabelle a été entendue, mais il y a mieux mettre Arnuiti à faible dose que les autres corticostéroïdes à haute dose pour avoir une même équivalence. C'est pour ça que l'Arnuiti est favorisé. Moi, j'avais lu pendant le COVID, il y a eu beaucoup d'études aussi sur le port de masque. Le fait de mettre un masque au froid, c'est super bon. C'est juste que je sais que ça diminuait pendant le COVID, là, les faire du sport avec un masque, ça diminuait d'à peu près 15 le temps à l'exercice à cause de l'inconfort. Ça augmentait la consommation d'oxygène d'à peu près 30 le fait de mettre un masque. Fait que c'est à noter là, pour les performances puis ajuster les entraînements en conséquence. Puis sinon, pour le spasme laryngé, orthophonie, il disait que c'est 80 de succès à peu près en 3 sessions. C'est quand même très bonne. La référence en orthophonie, si on a un doute, là, ça peut être très bien pour ça. Donc, super présentation, merci. Merci.